honorable professeur Mbata, mesdames et messieurs, chers compatriotes, permettez-moi d'abord de vous saluer et de vous remercier aussi d'être venus nombreux. Mon adresse de ce soir va s'étaler sur tout ce que nous avons entrepris comme action jusqu'ici, parce que vous êtes en droit de le savoir, à travers vous, le peuple congolais. Mais également, je vais aussi faire un constat par rapport à ce que j'observe autour de moi, à travers mes compatriotes et à travers l'environnement même, tant national qu'international. Je vais parler avec vous, vous dire ce que j'ai sur le cœur. Et vous allez m'excuser parce que contrairement à la tradition, je ne vais pas avoir un échange. Je vais juste vous dire mon message et vous laisser méditer celui-ci. Parce que l'heure n'est pas justement à exprimer tout ce que nous avons en nous. L'ennemi est debout, l'ennemi est actif. L'ennemi, ce n'est pas seulement celui que vous voyez. D'ailleurs, ce que vous voyez n'est que de l'agitation. On a pris quelques esprits faibles de nos compatriotes et on les a placés devant pour donner une illusion de quelque chose. Et je peux vous dire ici que cette illusion ne restera qu'illusion. Elle ne se transformera pas en réalité. Parce que nous n'allons pas perdre ce combat. Je l'ai dit depuis le début, croyez-moi, je le maintiens. Je savais que l'ennemi était très fort. Mais nous sommes encore plus forts que lui. Seulement, je crois que, comme toujours, malheureusement, nous sommes distraits. Les Congolais, nous risquons beaucoup de choses parce que nous sommes tout simplement distraits. Distraits par nos petites querelles intestines, distraits par la manipulation, justement, de l'ennemi. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va vite, ça va fort. Et distraits par nos relents tribaux qui parfois sont vraiment suicidaires. C'est pour ça, depuis que je suis à la tête de ce pays, je n'ai cessé de prêcher l'unité entre nous. Au-delà de ce que nous sommes comme ressortissants de telle ou telle tribu, province, ça n'a pas de sens. Nous appartenons à une seule et unique nation, c'est la RDC, la République démocratique du Congo. Nous devons surpasser nos égos, nos relents tribaux et nous unir. Parce que l'ennemi veut de cette division, justement. Et il joue sur cette corde sensible pour ne pas avoir en face de lui des Congolais debout, déterminés. Parce que ce n'est que ça notre force, c'est d'être déterminés. Et c'est ça qui va faire reculer et l'ennemi et ceux qui sont derrière l'ennemi. Alors, la première des choses que je voudrais vous dire ici, c'est que ce combat, nous l'avions entrepris sur plusieurs fronts, comme vous le savez. Il y a le front diplomatique, qui est le premier d'ailleurs qu'on avait mis sur pied, mis en place. Ensuite, il y a le front militaire, parce que
l'attaque s'est matérialisée. Et puis il y a le front politique. Et dans le front politique, nous avons vous, les représentants du peuple, mais également le peuple qui nous donne cette souveraineté, cette légitimité que nous avons. Et je vais donc vous expliquer ce qui se passe sur ces trois fronts. Sur le premier front, évidemment, point n'est besoin de vous le dire, vous le vivez. Les victoires s'engrangent, certes, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc, ne dormons pas sur nos lauriers en nous disant, ça y est, c'est la première fois, c'est vrai, ce qu'on a vu, mais nous devons continuer. Parce que l'ennemi va aussi travailler à ce que cette première fois soit renversée et revienne, soit effacée et revienne à nouveau sur les mêmes standards sur lesquels il a surfé à l'époque. Donc nous devons rester vigilants et actifs sur le plan diplomatique. De ce côté-là, je ne perds pas espoir parce que nous avons au gouvernement, évidemment, une grande dame. Je profite ici de lui rendre hommage. Je ne sais pas si elle est dans la salle. C'est vrai qu'on m'a attribué ce succès, mais je ne suis pas seul. Et je dois le dire, je remercie la Première ministre, je remercie la ministre des Affaires étrangères, parce que c'est d'elle que je parlais, qui est montée au front. C'est vrai que c'est avec nos instructions, mais c'est une brave dame qui a pu vraiment bien manœuvrer et qui a été de tous les combats et c'est vraiment à elle aussi que doit revenir cet honneur. Je parlais de la Première ministre qui a été époustouflante à Addis Abeba. On ne le sait peut-être pas, les réunions du Conseil paix et sécurité se tiennent à huis clos, mais elle a été formidable. Et je vous dis, on est sur tous les fronts. Je pense ici à nos diplomates, nos représentants à Genève, à New York, qui ont aussi été à Addis Abeba, qui ont été très très forts, qui pendant ces moments pareils, eux sont actifs, ils font du lobbying, ils font du porte-à-porte. C'est tous ces gens à qui je rends hommage, au gouvernement aussi en général, parce que nous sentons ce soutien de nos ministres, cette solidarité gouvernementale qui permet à chacune et à chacun des membres de ce gouvernement de donner le meilleur de lui-même. Parce qu'ils ont tous été diplomates dans ce qu'ils ont fait, dans les missions qu'ils ont fait. Je pense, par exemple, au vice-ministre, je crois que ça a fuité sur les réseaux. On a vu le vice-ministre de la Défense. Comment est-ce qu'il a été diplomate à sa manière à la réunion de la CEAC. Je pense à tous ces ministres et vice-ministres qui ont, chacun dans leur domaine, défendu la République. C'est à eux aussi qu'il faut rendre hommage. Les instructions étaient vraiment bien suivies. Donc ce front est en train d'engranger des résultats et donc nous ne pouvons que nous en réjouir. Et ça va continuer parce que nous sommes sur la bonne voie. Le plus dur, c'est vrai, reste à faire, mais nous avons aussi fait un grand chemin, on a parcouru un grand chemin, celui d'amener enfin la communauté internationale à comprendre que nous sommes les agressés. Et nous sommes agressés par le Rwanda, non pas pour les prétextes fallacieux qu'il a toujours évoqués, de peur de génocide, de FDLR qui serait en train d'être préparé par les Congolais pour aller de nouveau envahir le Rwanda, de discrimination des communautés rwandophones vivantes en République démocratique du Congo, des ressortissants congolais d'expression rwandophone. Donc tout ça, c'était de la manipulation destinée tout simplement à faire durer ces manœuvres qui en fait n'étaient que le pillage systématique de nos ressources.
Et il y a beaucoup de choses derrière ça. Malheureusement, je ne pourrais pas m'étaler sur ces histoires, mais j'ai compris que le combat va être rude, le combat va être terrible, parce que le Rwanda n'est pas seul, vous pouvez vous l'imaginer. Et ce silence pendant 30 ans qui a été gardé, ben, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas parce que Kagame est le plus beau des hommes, non. C'est tout simplement parce qu'il y a tout un système derrière. Et là, nous sommes occupés à déboulonner ce système. Ensuite, il y a le front militaire. Et là, il y a beaucoup à dire. D'abord, en premier lieu, je voudrais ici vous dire que nous devons rendre un vibrant hommage à nos hommes de troupe. Je suis fier d'eux. Ça va peut-être vous étonner parce qu'ils ont perdu, parce qu'il y en a qui ont décroché, qui ont fui le front. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je suis fier d'eux. Je suis fier d'eux parce qu'ils ont payé de leur vie. S'il y en a qui ont fui, c'est vrai, c'est condamnable, ça ne se fait pas normalement. Moi, je repose surtout à ceux qui ont fui de s'en être pris à la population. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est impardonnable. D'ailleurs, des instructions ont déjà été données pour que ces gens-là soient sévèrement sanctionnés. Ils ont peut-être des raisons de décrocher, mais ils n'ont pas de raison de s'en prendre aux pauvres gens, à nos pauvres compatriotes qui déjà avaient affaire à cette barbarie qui venait. Et donc, c'est des crimes que nous ne pardonnerons pas. Mais je tiens à leur rendre hommage parce qu'ils se sont vraiment battus avec le cœur et malgré tous les sabotages dont ils ont été victimes. Et c'est là peut-être l'occasion de parler du comportement du Congolais. Sachez une chose, ces agresseurs ne sont pas plus forts que nous. Pas du tout. Et même, ils ont peur de nous. Et il y en a beaucoup qui sont tombés sur le champ de bataille. Mais nos forces sont trahies de l'intérieur. Tous ceux qui sont chargés de les encadrer ont pris de l'argent. Soit n'ont pas fait parvenir ce qu'ils devaient faire parvenir à nos forces pour les encadrer. Imaginez-vous que des hommes de troupes au front se retrouvent sans soutien pendant une semaine, sans ravitaillement, sans instruction même pour dire qu'est-ce qu'on fait après, et qui voient venir finalement l'adversité, l'hostilité. Ils n'ont pas d'autre choix que de se replier. C'est pour ça que je dis, ce sont des braves, mais il ne faut pas encourager ceux qui, en se repliant, s'énervaient, ils exprimaient leur colère sur de pauvres citoyens qu'ils étaient pourtant chargés de protéger. Ça, c'est inacceptable. Mais les vraies responsabilités sont au sein même de l'encadrement de nos forces armées. C'est là que tout s'est joué. C'est là que tout a été boutiqué, en complicité évidemment avec des compatriotes, pour retourner nos hommes, les décourager. Et nous sommes donc en train de reconstituer tout ça. L'objectif étant désormais de monter une armée qui sera suffisamment professionnelle, mais surtout suffisamment prise en charge.
Des instructions ont déjà été données très clairement au gouvernement. D'abord de doubler la prime, la solde, mais également d'accorder une prime significative, on parle de 500 $, si je ne m'abuse, à chacun de nos soldats qui sera au front. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Il y a une refonte qui va devoir être nécessaire, refonte totale de notre armée. Malheureusement, c'était en 2022 que j'allais entamer ces réformes, et c'est au moment où l'ennemi a décidé de nous attaquer. Est-ce qu'il était au courant de cela? Je ne sais pas. Mais c'est depuis lors qu'on nous fait cette guerre. Parce qu'on ne veut pas justement que la République démocratique du Congo possède une armée qui serait alors là suffisamment dissuasive pour pouvoir maintenir l'intégrité de son sol. On a besoin toujours que notre armée soit fragile, et malheureusement, c'est depuis, si vous vous souvenez, on a fait ensemble l'histoire, on a parcouru ensemble l'histoire de notre République. C'est depuis 1997, lorsque le régime du maréchal Mobutu a été renversé, que notre armée a été complètement démantelée. Souvenez-vous qu'il y a eu à la tête de notre armée un Rwandais, dont la mission a été justement de tout saborder. Et même nos camps, tels que les camps de Kotakoli, tout ça, ont été pillés systématiquement. Tout a été pris et envoyé au Rwanda. Donc c'est pour vous dire que la stratégie, elle était déjà bien montée et elle consistait à complètement anéantir tout système de défense de la RDC. Et c'est pour ça que vous avez vu que dans toutes ces crises qu'il y a eu, à chaque fois, on aboutissait toujours par des brassages et des mixages. Parce qu'il ne fallait pas que l'armée congolaise puisse être rebâtie de manière professionnelle. Il fallait l'infiltrer et l'affaiblir de l'intérieur. C'est pour ça que vous entendez, je reviendrai là-dessus, ma détermination à ne pas discuter avec des pantins, parce que justement, ça risque d'aboutir à ce genre de choses. Voilà, félicitations. Et je reviendrai sur ça. Et donc, le troisième front que nous avons ouvert, et pour moi, c'est celui qui marche le moins, parce que le front militaire, je l'ai dit ici, j'ai simplement évoqué les faiblesses, mais il y a des points forts. Et c'est sur ces points forts que nous sommes en train de nous appuyer pour repartir de plus belle. Mais le troisième front, c'est celui qui me déçoit, je dois vous l'avouer. Lorsque j'ai bâti cette union sacrée, je me rappelle, je vous ai dit, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits parce que ceux qui voudront mettre à genoux ce pays, ils vont passer par nous, la classe politique. Et ils vont compter sur notre distraction pour dépiécer le Congo et pouvoir mieux le dominer. Et je crois que nous sommes en train de leur servir le plat qu'ils voulaient justement pour en arriver là. Par notre quasi-silence. Quasi. Parce qu'il y a des braves. Je ne vais pas tous les citer, mais le VPM Jean-Pierre Bemba, le Mineta Guy Luando, le VPM Jean-Pierre Liaou. C'est pour ça que j'ai peur de ne pas tous les citer parce que je peux en oublier. Mais j'ai vu
des gens montés au créneau sans avoir reçu l'instruction de quoi que ce soit. Ils ont pris l'initiative pour dire à notre peuple, levez-vous, dire à nos jeunes, enrôlez-vous dans l'armée, parce que c'est le moment de défendre notre patrie. Mais je n'en ai pas vu beaucoup, je suis désolé. Je suis désolé. C'est là la distraction. Parce que certains pensent que c'est en discutant avec l'ennemi qu'on va avoir des solutions. Mais non. L'ennemi, d'accord, il va discuter avec vous, mais à condition que vous ayez de quoi le faire fléchir. À quoi ça sert d'aller discuter avec quelqu'un qui sait que ce que je vais vous dire aujourd'hui, je peux le renier demain parce que demain je serai à tel endroit dans votre pays. On prône le dialogue. Mais oui, moi je veux aussi le dialogue. Moi je ne suis pas un homme de guerre, jamais. Je ne suis pas venu à la tête de mon pays pour l'amener dans une guerre et faire tuer mes compatriotes. Je suis le premier à vouloir la paix. Et j'étais le premier à l'offrir à nos voisins. Mes premiers déplacements de chef d'État en 2019 étaient destinés à nos voisins ici, de la région, pour leur dire, écoutez, moi, je veux qu'on tire un trait sur le passé, qu'on regarde l'avenir avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'enthousiasme. Travaillons sur des projets communs, de construction d'infrastructures, de joint venture dans des activités que nous aurons décidées pour faire le bonheur de nos populations. J'avais offert ça. Donc si aujourd'hui, je commence à parler guerre, c'est parce que j'ai compris à qui nous avons affaire. Mais comme dans ce pays, nous n'avons pas confiance les uns envers les autres, voilà ce qui nous divise aujourd'hui. Il y en a qui pensent que le président est radical, il ne veut pas... Non, je suis radical contre le mal qu'on veut infiltrer dans mon pays. Ça, je ne l'accepte pas. Ça, c'est vrai. Ça est très vrai. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays, qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui, dans quelques années, vont donner encore lieu à des guerres. Donc, moi, je veux bien qu'on discute. Mais avant de discuter, nous devons montrer nos dents, montrer nos forces. Et comme ça, nous allons discuter d'égal à égal. Pas de dominant à dominant. Vous n'obtiendrez rien en discutant de dominant en dominant. Plutôt mourir que d'aller autour d'une table en perdant, en étant perdant dans le statut, en ayant le statut de perdant. Parce que là, on va vous manger, mais vraiment sans problème. Et c'est pour ça que moi, j'avais dit, je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Il a fui parce que l'étau était en train de se resserrer sur lui. Il savait que ce jour-là, s'il était venu, ça sonnait le glas de toutes les aventures qu'il a menées en République démocratique du Congo. Et ayant compris cela, il a dit non, il faut fuir, commencer la guerre, une guerre rapide et brutale pour soumettre finalement ces Congolais qui sont en train de nous échapper. Et lorsque nous sommes en train d'organiser le front diplomatique pour freiner, bloquer cela, c'est dans mon propre camp que j'apprends que, voilà, il y en a qui sont déjà en pourparlers, il y en a qui condamnent la position du président, qui trouvent qu'il est trop radical, qui trouvent qu'il doit négocier. Mais négocier quoi? Et en quelle position? Voilà. Réveillez-vous, chers compatriotes. Ouais. Ah, c'est ce que moi j'attendais de vous, Excellence. Et ça est énorme. Et cette communauté internationale que nous avons toujours vilipendée, aujourd'hui, elle nous prouve le contraire. Ce sont ces pays dont peut-être certaines ambassades ont été
bêtement attaqués ici, de manière totalement idiote. Ce sont ces pays-là qui aujourd'hui ont pris position. Mais le Congolais, il a fait quoi? La classe politique, vous avez fait quoi? Nous avons toujours condamné, oui, mais oui, les Français, oui, les Américains, ils sont complices. Mais voilà, eux, ils ont posé leur acte, ils ont montré. Mais voilà, nous sommes toujours comme ça, nous les Congolais, nous aimons toujours être pris en charge. Les autres doivent parler pour nous, les autres doivent faire des efforts pour nous. Nous, on doit continuer à danser, manger, boire, tout, voilà. Et ça, c'est inacceptable. C'est le moment de nous lever et de dire en une seule voix à la communauté internationale, d'abord, merci pour ce qu'elle fait, elle est aux côtés de notre peuple, et leur dire que c'est nous qui allons maintenant passer devant et espérer avoir toujours leur soutien. La communauté internationale aujourd'hui, elle a compris. C'est le moment maintenant de l'encourager à continuer de nous soutenir. Et non pas le moment de vilipender des pays ici et d'attaquer leurs ambassades. Ça, la prochaine fois que ça se refait, je crois que les coupables qui seront pris seront condamnés à vie à être en prison. Parce que c'est vraiment de la trahison qu'ils font contre notre peuple. Et vous voyez que ceux-là que nous vilipendions hier, c'est aujourd'hui eux qui sont devant, en train d'affaiblir l'ennemi. Donc pensons aussi à ce que nous devons faire. Et c'est ça que je dis à vous, classe politique, surtout vous de l'Union sacrée. Parce que je vous avais invité, quand j'avais formé cette famille politique, à nous engager à protéger nos concitoyens, à travailler pour leur bien-être et à sécuriser notre pays. Moi, je n'avais pas fait cette union sacrée pour se partager des postes. Hein. Là, on voit beaucoup d'engouement quand il faut partager des postes. Mais quand il faut maintenant prendre ses responsabilités et défendre ce peuple qui nous a donné sa confiance, on démissionne complètement. On est dans des salons en train de réfléchir à comment discuter, négocier avec un vide, des gens qui vont simplement venir parler au nom de leurs représentants, de leurs parrains plutôt. Donc, le dialogue, je le veux sans aucun problème, mais je ne le veux pas avec n'importe qui. Je veux le dialogue avec des gens qui vont, lorsqu'on va prendre des engagements à se respecter, à rester chacun chez soi, que ce soit alors des engagements qui seront aussi respectés. Donc le dialogue, je ne le veux pas pour qu'on revienne encore dans 2 ans ici avec des guerres, avec certains compatriotes esprits faibles qu'on va aller chercher je ne sais où et qu'on mettra devant pour qu'ils commencent encore à tuer leurs propres frères. Et c'est peut-être ici l'occasion de parler de l'initiative conjointe Cinco-ECC. J'ai, comme vous, appris à travers les médias qu'il y avait ce pacte social pour la paix, initiative louable, qui était proposée par ces hommes de Dieu. Et donc, lorsqu'ils ont demandé à me rencontrer, je n'ai pas refusé. Directement, j'ai accepté. Mais 2 jours avant, j'ai vu dans les médias que Monseigneur Chollet avait parlé de venir à l'appel du président au dialogue, etc. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre et j'ai voulu préciser d'entrée de jeu quand ils sont arrivés en disant à Monseigneur Chollet que je n'avais pas très bien compris son message, je n'ai pas demandé moi cette rencontre et que j'aimerais qu'à la sortie, ils précisent que c'est à leur initiative et non à la mienne que cette rencontre avec eux se fait. Parce que moi, le dialogue, je lui ai dit, il est permanent. Et je l'avais déjà dit. Moi, le dialogue, c'est pas aller s'enfermer entre 4 murs hein, et commencer à discuter. Le dialogue, ça a commencé tel jour. Non, non. Le dialogue, il est permanent. Même avec mes adversaires. Ma main est toujours tendue pour le dialogue. Parce que je sais que je ne suis pas parfait.
je sais que dans ma gouvernance, il peut y avoir des problèmes que d'autres peuvent voir et que moi, je ne vois pas forcément. Et ce serait bien de parler avec tout le monde parce que nous appartenons à un même pays. Nous voulons son bonheur. Donc, nous ne pouvons pas nous dire, moi, c'est moi qui ai la vérité, les autres. Non, c'est pour ça que mon dialogue, il est permanent. Alors, ils ont compris ça. Il m'a expliqué que c'était une mauvaise interprétation des médias. Je dis, OK, c'est bon. Puis on a discuté, je vous épargne le contenu. Mais moi, j'avais posé mes questions lorsque j'ai entendu. J'ai dit, OK, votre initiative, elle est louable. Mais moi, permettez-moi de vous poser une question. La première, c'est de savoir, vous situez votre initiative où dans l'actuel processus qui est impulsé par la région. Et nous étions à quelques jours de la réunion conjointe là, qui a eu lieu à Dar es Salaam entre la SADC et la East African Community. Je dis, voilà, nous avons plusieurs initiatives. Il y a d'abord le processus de Luanda et celui de Nairobi. Aujourd'hui, ils sont certes alignés, mais restent toujours distincts et sous le chapeau maintenant d'un seul médiateur, c'est-à-dire le président Joao Lourenço. Nous avons, je dis dans quelques jours, nous aurons l'initiative conjointe EAC-SADC. Bon, vous êtes où là? Vous la situez où? Ils ont donné une réponse qui m'a indiqué qu'ils se posaient aussi des questions. Hein, donc, ils l'ont dit, voilà, c'est pour ça qu'on vient vous voir, parce que, bon, voilà. Donc, à vous de faire aussi un effort pour comprendre où vous situez. Et puis, mon autre question, c'est de savoir, je dis, bon, vous parlez de Congolais qui doivent se mettre ensemble, discuter. Je suis d'accord, vous le savez. Moi, j'ai toujours été ouvert à toutes ces discussions avec les Congolais. Ça ne s'arrête pas. Mes compatriotes resteront mes compatriotes. C'est avec eux qu'on va bâtir ce pays. Je veux discuter avec tout le monde. Mais, est-ce que vous incluez dans vos interlocuteurs là, qui doivent parler avec moi, des gens qui seront soutenus par l'étranger? Parce que comment voulez-vous que je discute avec des gens qui représentent des intérêts étrangers? Et vous avez d'ailleurs suivi, il y en avait l'un d'eux là qui disait que le Kinyarwanda doit devenir aussi une langue nationale, pourquoi pas, etc. Donc c'est vraiment pour vous donner une indication sur ce à quoi nous avons affaire. Donc je dis, voilà, vous voyez ces bons hommes qui arrivent ici, à la tête d'intérêts étrangers et ennemis aussi, il faut dire. Parce que ce n'est pas des étrangers qui nous veulent du bien. Ces gens, vous les mettez autour de la table, voilà, ils vont discuter entre Congolais, alors qu'ils obéissent à un agenda venu d'ailleurs. Et nous allons arriver à des conclusions qui introduisent plutôt des desiderata de gens qui ne sont pas des Congolais. Alors, comment est-ce que vous espérez bâtir une paix durable avec ces gens? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Comme d'habitude, à un moment donné, ils vont créer une scission dans cette histoire-là et récupérer ceux qui auront qui se seront retirés pour les organiser à nouveau et faire la guerre en disant « Ah oui, mais toutes nos revendications n'avaient pas été prises en compte dans votre histoire là-bas de dialogue. Nous recommençons. Cette fois-ci, nous nous appelons M31 ou M14 ou M je ne sais quoi. » Toujours des aventures pareilles. Et ça se fait au prix des vies de nos compatriotes. Je dis, moi, je ne discute pas avec ça. Si vous avez le temps à aller voir ces gens-là pour... voyez-les, amenez-nous leurs revendications. Et c'est ça, en fait, que je suis en train de dire ici. Discutons, oui, mais je maintiens ma position. Je ne discuterai pas avec des pantins. J'ai donné mon quitus pour que ceux qui... C'est depuis 2022, d'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi on me met dans cette... On veut foncièrement me mettre dans cette étiquette de réfractaire à toute discussion. J'avais dit au président Kenyatta en son temps, j'ai dit au président Joao Lourenço, déjà en 2022, vous voulez discuter avec ces gens-là, allez parler avec eux.
et dites-moi ce que eux pensent. Mais ne me demandez pas, ni à moi, ni à mes représentants, d'aller discuter avec eux parce que c'est chercher à nous humilier. Le Congo, le grand Congo, qui va envoyer ses représentants discuter avec un groupe de pantins qui ne représentent rien, j'insiste là-dessus. Rien d'autre que des intérêts d'un pays étranger, voisin, qui veut nous faire la guerre. Alors autant parler avec ce pays-là, oui. Et c'est ce qu'on a toujours fait. Je ne comprends pas pourquoi, dans l'agenda de la communauté internationale, de la région, ce narratif revient toujours. Donc c'est à nous maintenant de faire aussi un effort pour essayer de faire démentir cela. Mais vous devez savoir que toutes ces choses, on nous l'impose parce qu'on a trouvé une certaine faiblesse en nous. Faiblesse sur le terrain, je vous ai dit, on a perdu malheureusement Goma et Bukavu, pour le moment bien sûr, mais faiblesse aussi dans notre classe politique, parce qu'il y a des gens dans notre classe politique qui vont parler aux autres en disant oui, mais c'est le président, il est trop dur, il est trop radical, il doit accepter de discuter. Mais oui, mais discuter avec qui et pourquoi? Vous comprenez pourquoi nous sommes faibles, pourquoi des gens pensent toujours qu'il y a moyen toujours d'avoir le Congolais. Que chaque Congolais a un prix. Dès qu'on met le prix, ça y est, vous l'avez acheté, pied et poing. C'est insultant. C'est humiliant. Donc nous devons faire un effort pour d'abord être unis et montrer à l'adversaire, à l'ennemi, que lorsque le peuple congolais est uni, debout, lorsque la classe politique congolaise est unie et debout, l'ennemi ne peut, aucun plan de l'ennemi ne peut passer, ne peut être réalisé. Et voilà pourquoi je vais élargir cette initiative à d'autres Congolais qui pensent aussi ou qui veulent aussi de cette unité. Donc ne soyez pas étonnés dans les jours prochains, parce que je compte charger mon conseiller spécial de voir d'autres Congolais, acteurs politiques, de les inviter à venir dans cette coalition que je veux nationale, forte et indivisible, qui va faire front face à l'ennemi. Je venais de féliciter la communauté internationale. Mais sachez que cette communauté internationale, jusqu'ici, a pu être encouragée, certes, avec notre diplomatie, mais aussi parce que les crimes commis par l'ennemi l'ont interpellé. Mais jusqu'ici, la classe politique congolaise ne s'est pas encore, ne s'est pas encore bougée suffisamment pour le convaincre. Parce que je l'ai entendu, j'ai des interlocuteurs qui m'ont dit, mais oui, mais monsieur le président, c'est bizarre, on n'entend pas la classe politique congolaise, on dirait que vous êtes seul. Et j'avais dit, c'est faux. À certains qui m'ont interpellé là-dessus, j'ai dit, c'est faux. Monsieur Jean-Pierre Bemba, par exemple, c'est pas n'importe qui. Monsieur, j'ai cité quelques noms, dit, voilà, c'est pas n'importe qui. Quand vous dites, je suis seul, c'est pas vrai. Vous avez cité notre adorable doyen, le président Mbosso dit Joe Biden. Joe Biden. Je dis, mais ce ne sont pas n'importe qui. Je suis désolé quand vous dites je suis seul, je ne suis pas seul. Et puis il y a le peuple congolais. Vous n'avez pas vu les rues, vous n'avez pas vu tous ces rassemblements. Le peuple est mobilisé. Mais malheureusement, le peuple est mobilisé sans beaucoup de pilotes. Donc, vous savez maintenant, hommes et femmes de l'Union sacrée, ce à quoi vous devez vous en tenir. Vous devez mobiliser ce peuple. Ce n'est que quand ce peuple sera debout partout que ce message
va être renforcée dans les officines de la communauté internationale. Parce que ceux qui ont décidé, ils l'ont fait sans vous. Et méfiez-vous des choses qu'on fait sans vous. Il faut qu'on entende non seulement votre détermination à ne pas laisser l'ennemi s'aventurer à nouveau dans notre pays, mais qu'on entende aussi ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Et quand vous me laissez seul dire, voilà, moi je ne veux pas discuter avec des pantins, pendant que d'autres passent derrière pour dire non, mais le président est trop dur, il faut discuter avec eux et tout ça. Alors que ce sont des pantins. Mais vous affaiblissez ma position. Parce que là, on va dire, oui, mais il est seul, le président. Donc, allons, on fait un cessez-le-feu, et puis allez, on les met tous au dialogue. Et le dialogue, là, va nous amener des mêmes problèmes dans quelques années ou dans quelques mois même, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas possible de retomber toujours. On dirait qu'on ne s'arrête pas un instant pour dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce pays. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça que nous devons faire, s'il vous plaît, chers compatriotes. Il y en a peut-être qui sont de bonne foi, qui restent là parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Mais non, c'est Bitumba et Tangi Biso et Tangi Banamboka. Ne vous en faites pas. Quand on viendra ici, ils viendront, ils ne vont pas choisir que voilà, oh, Yotoroti Kabango. Non, ils vont tous nous soumettre. Tous. Ceux qui vont faire allégeance, ah ben, tant mieux pour eux. Mais ceux qui vont résister, ils seront écrasés. Parce que c'est ça leur modus operandi. C'est comme ça qu'ils ont fonctionné. Je vous ai parlé de 1997 ici. Quand ils sont arrivés, la première des choses qu'ils ont faites, c'était quoi? On met un Rwandais à la tête de l'armée. Et c'était ça l'erreur fatale. Malheureusement, lorsque le défunt le président Laurent Désiré Kabila l'a compris, c'était trop tard pour lui. Il était encerclé, terminé. C'était trop tard. Donc ne commettons pas cette erreur. D'ailleurs, ça doit nous inspirer. Il nous a envoyé un message, même si c'est à titre posthume. Mais c'est un message que le musée nous a envoyé de dire « Ne trahissons pas le Congo. » Ne le trahissons pas. Retenons cette leçon pour dire « On ne le fera plus. » Et on ne doit plus le refaire. Donc, mobilisons-nous, s'il vous plaît. Et je crois encore en vous. J'ai confiance en vous, en vos capacités de mobilisation. J'ai vu ce à quoi vous étiez capable lors des élections de 2023. Maintenant, les élections sont passées. Il faut défendre la patrie. 73% de nos compatriotes m'ont fait confiance. Nous ne devons pas les décevoir. Nous avons plus de 80 ou 90% de l'Assemblée nationale, du Sénat. Nous ne devons pas décevoir nos compatriotes. On n'a pas été aux élections comme dans un jeu, mais nous avons été aux élections pour sauvegarder les vies de nos compatriotes et leur garantir le bien-être. Si nous avons des choses qui ont été ou qui ne se sont pas bien passées, l'Union sacrée est là pour analyser et réorienter les choses. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que la semaine prochaine, je vais demander au secrétaire permanent de présenter maintenant la nouvelle direction de cette Union sacrée qui va devoir maintenant prendre les choses en main de manière efficiente et impulser vraiment un rythme régulier à notre famille politique. Je ne perds pas espoir et je vous demande aussi de ne pas perdre espoir. De ne pas perdre espoir, au contraire, nous sommes du bon côté de l'histoire et nous sommes du côté de la victoire aussi. Rien n'est perdu. Même pour Goma et Bukavu, rien n'est perdu. Je vous en conjure. Donc ne baissez pas les bras. Nous avons perdu une bataille, 2 batailles, peu importe, mais nous ne perdrons pas la guerre. Donc il est temps de vous réveiller, il est temps de vous remuer. Parce que
le Congolais, le peuple congolais a besoin de nous, il a besoin de vous. Donc ne me décevez pas, s'il vous plaît. Faisons vraiment cet effort collectif qui est nécessaire pour notre relèvement. Donc, comme je l'ai dit, j'ai été d'ailleurs inspiré pour cela par mon propre leader, mon père, en 1996, lorsqu'il s'est levé, lorsque les premiers signes de l'invasion, de l'agression ont été clairs. Il s'est levé alors qu'il était dans l'opposition radicale, une opposition dans laquelle d'ailleurs le défunt maréchal Mobutu l'avait placé, parce qu'on est, souvenez-vous, on sortait de la CNS, Conférence nationale souveraine, donc on devait aller vers une transition et puis à des élections. Puis, le jeu politique a fait que Étienne Tshisekedi a été écarté. Mais n'empêche, il s'est surpassé en disant, peu importe les divergences que nous avons, je vais voir le maréchal, parler avec lui en compatriote, parce que la nation est en danger, le pays est en danger. Et moi, je me souviens, à l'époque, nous étions en Europe, nous sommes allés l'accueillir, et on lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu fais? Le régime est finissant là-bas, c'est fini, qu'est-ce que tu veux sauver encore? Il nous a dit, vous ne comprenez pas, vous, que celui qui vient là, à la tête d'intérêts étrangers, il ne vient pas pour nos intérêts à nous. Donc il faut très vite arrêter ça, et je vais voir mon frère, on s'entend avec lui, on fait un front commun pour barrer la route à celui-là. Et comme lui vient avec des intérêts étrangers, on le retirera de ces étrangers, des mains de ces étrangers, et on va l'inclure parce que c'est aussi une des retombées ou une des conséquences de la gestion de Mobutu. Donc on le prendra, on avance avec lui. Malheureusement, ça n'a pas été très bien compris dans l'entourage du maréchal. Puis bon, il y a eu toutes ces maladresses. Et voilà, bon, c'est peut-être Dieu aussi qui fait les choses à sa manière. Mais cela m'a inspiré pour aussi aller vers nos compatriotes, les autres ici, pas ceux qui viennent en face avec des intérêts étrangers, parce que ça n'a rien à voir avec une quelconque gestion du pays, parce que nous sortons des élections, nous venons à peine d'installer nos institutions, et cette guerre commence, ça a tout à voir avec ceux qui nous font la guerre pour nous voler nos minerais. Ça n'a rien à voir avec une gestion politique chaotique, faux. Ceux qui nous volent nos minerais veulent continuer leur commerce néfaste, c'est tout. Et pour ça, il faut inventer 1001 raisons pour justifier le fait qu'on veut faire la guerre. Et prendre un fils du pays, frustré, et avancer avec lui. Donc voilà maintenant pourquoi je cherche les autres fils du pays pour leur tendre la main et dire, mettons-nous ensemble, faisons face à l'ennemi. Celui qui acceptera de prendre la main sera le bienvenu et nous discuterons peut-être, on verra bien, pourquoi pas, de la composition d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à cela. Alors, quant à l'initiative de nos hommes de Dieu, comme je l'ai dit, c'est louable. Toute personne qui cherche la paix ne peut qu'être encouragée. Je les recevrai parce que j'ai vu qu'ils ont aussi encore demandé une audience, donc je les recevrai. C'est sûrement pour qu'ils me fassent part de leur bilan à mi-parcours. Je les écouterai et permettez-moi de ne pas vous dire ici ce que je leur réserverai comme réponse parce que c'est à eux que j'accorde la primeur. Donc, voilà tout ce que je peux dire en substance. Je crois que j'ai été complet. Vraiment, je m'excuse de ne pas souhaiter cet échange parce que pour le moment, je préfère garder silence sur beaucoup de choses. Le moment viendra où nous parlerons. Le moment viendra où nous dirons tout ce qui s'est passé dans ce pays. Mais sachez simplement que vous avez une sentinelle qui veille à ce que rien de mal n'arrive à mon pays, à
notre C'est pays. comme ça. Ils sont et à fiers mes de toi, compatriotes. chef. Tout ce que je vous demande aussi, c'est de rester vraiment actif dans la prière. Parce que moi, j'ai vu ce que la prière peut emmener comme succès et comme résultat. Dieu aime vraiment ce pays. Croyez-moi. Pays de Dieu, oui. Il nous aime C'est la vraiment. patrie de Christ. Il protège ce pays et il le protégera. Amen. L'ennemi sera complètement anéanti. Amen. Je vous le dis. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.